Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national de l'UDI, mais également maire de Mennecy dans l'Essonne et vice-président de la région Île-de-France, en charge, je crois, du logement, de l'aménagement du territoire et du SDRIF, qui s'occupe des questions d'environnement. Alors, j'ai envie de vous poser une première question pour parler un petit peu de la rentrée politique. Lors du premier Conseil des ministres, le président de la République nous a promis du sang, des larmes et de la sueur. Alors, quel serait le triptyque de rentrée de Jean-Philippe Dugoin-Clément? Écoutez, le sang, les larmes, la sueur, oui, il y a un parallèle churchillien là-dessus. Moi, j'aurais plus envie de parler d'espoir, j'aurais plus envie de parler d'envie et j'aurais plus envie de parler de réenchantement de la politique et du monde dans lequel on est. On vit une période profondément anxiogène. On sort de 2 années d'une pandémie qui ont créé dans le monde entier, d'ailleurs pas uniquement en France, hein, on se rend compte que ce soit dans des régimes démocratiques ou totalitaires, dictatoriaux, les restrictions liées à la Covid ont pu être pires que ce qu'on a vécu, mais on sort d'une année qui a été absolument terrible, où les gens n'arrivent pas à se projeter, où les gens ont peur de l'avenir, où les gens doutent de tout. Et aujourd'hui, au lieu plutôt d'essayer de redonner un cap, de redonner de l'espoir, d'essayer de profiter d'une période qui est une période d'incertitude pour donner un nouvel espace, donner une nouvelle dynamique, on continue à faire peur aux gens, on continue à promettre un hiver où on ne pourra peut-être pas se chauffer, un hiver avec des coupures d'électricité. On parle de ce qui va mal. On est dans l'accompagnement de ce qui va mal. Moi, j'ai envie d'un pays où on se projette vers l'avenir, où on rêve de faire un monde meilleur plutôt que de constater un monde difficile en imaginant qu'il soit pire demain. D'accord. Donc, vous ne pensez pas, vous n'êtes pas de ceux qui disent que les Français vivent une grande dépression, sont même en dépression. La France, les Français sont en dépression, non? Vous savez, les 2 années de régime Covid ont laissé la France exsangue et le pays dans une situation de dépression nerveuse généralisée. Vous le voyez autour de vous, on a beaucoup de gens qui sont encore dans une forme de cabanisation, sont un peu passifs, attentistes à tout, ne se projettent pas. Et puis une partie de la population qui surréagit, souvent de manière très agressive. On constate de plus en plus d'agressivité, de plus en plus d'agression dans la société, souvent pour des choses qui ne le méritent pas. Et au fond, l'un comme l'autre, c'est des symboles de dépression. Et moi, je pense qu'on ne sort pas d'une dépression en continuant à l'entretenir, en continuant à faire peur. On sort d'une dépression en arrivant à se projeter, en arrivant à donner une idée de comment se reconstruire. Alors, comment justement? Alors, évidemment, en quelques mots, mais quels seraient pour vous les grands axes qui permettraient de redonner de l'espoir et de l'énergie aux Français? S'il y avait ne serait que quelques mesures concrètes que vous suggéreriez et qui pourraient rebattre un peu les cartes. Il y en a énormément, il y en a énormément. D'une part, c'est redonner de l'autorité et ramener les valeurs de l'État, d'une part, parce que je pense que nos concitoyens l'attendent, en ont besoin. On a ensuite tout un enjeu absolument fantastique, moi je dirais pas terrible, comme le disent souvent les verts ou les pseudo-verts, mais qui est un enjeu extraordinaire, qui est l'enjeu de la transition environnementale. Comment est-ce qu'on modifie nos villes? Comment est-ce qu'on modifie la société pour faire face à des périodes de canicule, pour faire face à des inondations, pour faire face à un problème énergétique qu'on n'a pas su appréhender, qu'on n'a pas su anticiper depuis maintenant 20 ans? Eh bien, je pense que c'est une opportunité absolument énorme d'investir dans l'avenir, d'investir dans cette transition environnementale, d'investir dans cette transition énergétique. Et c'est quelque chose qui doit être vu comme une chance, comme une opportunité d'emploi nouveau, comme une opportunité de développement et non pas comme quelque chose d'absolument horrible qui va nous tomber sur le nez uniquement en étant de manière extrêmement passive, comme des gens qui subissent et qui voyons ça comme des punitions. Non, l'environnement, c'est pas une punition, l'environnement, c'est la possibilité de se projeter vers l'avenir. Et puis, tout ça, c'est aussi pour moi un moyen, dans les objectifs que nous devons nous fixer, en dehors de cette transition écologique qui doit guider, qui doit accompagner le pays. De ce point de vue-là, d'ailleurs, le silence total du gouvernement pendant l'été est absolument flagrant. Mais bon, l'autre point, eh bien, on doit aller très résolument vers un renforcement de l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne va être dans les mois qui viennent au cœur des débats, parce que quand on parle de mix énergétique, quand on parle de transformation de la société pour développer le nucléaire, pour développer l'hydrogène, pour
pouvoir faire face à un niveau de tension économique mondiale, eh bien l'Europe doit reprendre sa place. Les élections européennes auront lieu en 2024. C'est demain. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit redonner un cap à l'Europe, arrêter d'en faire, comme ça a trop souvent été le cas, le bouc émissaire assez facile des petites lâchetés ou des non-choix politiques nationaux, mais aussi redonner un cap sur cette question-là, qui a été pendant des années un moyen de croissance, de développement et d'augmentation des libertés dans notre pays et qui malheureusement depuis une dizaine d'années est vu à l'inverse comme quelque chose qui vient restreindre le champ des possibles. Un fait d'actualité, vous êtes maire d'une commune, un de vos confrères, maire de Châteauneuf-du-Pape, le 31 août, a été violemment agressé par un délinquant. En comparution immédiate, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis probatoire. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la déprime des Français est due aussi à ce sentiment d'insécurité qui monte, qui frappe les élus, mais qui frappe aussi les médecins? On a vu à Mulhouse qui a été très très violemment agressé. Alors là, en revanche, le prévenu a écopé de 5 ans de prison ferme. Est-ce que c'est pas aussi une question de manque d'autorité, de respect dans notre société qui fait que les Français sont un peu désarmés? Vous savez, je vous parlais tout à l'heure de rendre l'autorité de l'État et remettre en avant nos valeurs. Nos valeurs, c'est avant tout protéger. Ce n'est pas la sécurité pour quelque chose de sécuritaire parce que ce serait l'alpha et l'oméga. C'est la sécurité, c'est pour protéger les plus fragiles et ceux qui représentent et qui défendent l'État. Les agressions sur les élus, on les constate depuis maintenant plusieurs années en augmentation constante, quelles que soient les régions de France, qu'on soit en Île-de-France ou qu'on soit dans des régions métropolitaines extrêmement rurales, on constate les mêmes phénomènes avec d'une manière générale, très souvent parce que les élus sont souvent considérés comme devant être peut-être les paillassons de la société, des choses qui sont acceptées ou tolérées, c'est quelque chose qui ne l'est pas. Mais au-delà des élus, d'une manière générale, c'est tout ce qui va représenter l'autorité ou l'ordre qui sont de plus en plus attaqués aujourd'hui. On l'a sur les forces de l'ordre, mais on le voit sur des pompiers, on le voit sur des médecins, on le voit sur des enseignants. Et je pense que l'État doit remettre absolument un point d'honneur à protéger ceux qui le font vivre. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas quelque chose qui est récent, ce n'est pas quelque chose qui date de ces derniers mois ou de l'actuel gouvernement, mais c'est un mouvement de fond sur lequel on doit remettre le logiciel à zéro. Hier, lors du concert de Booba au Stade de France, on a de nouveau assisté à des échauffourées et à la pénétration dans le Stade de France de personnes qui n'y avaient pas de billets, qui sont entrées en force et en masse. Franchement, vous êtes vice-président de la région Île-de-France, région qui va accueillir principalement, pas elle uniquement, les Jeux Olympiques de Paris 2024, Olympiques et Paralympiques de 2024. Vous n'êtes pas franchement inquiet en matière de sécurité? Franchement, ça s'annonce mal là. Il y a le Stade de France, hier il y a Booba. Qu'est-ce que ça va être pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine lorsque la France et Mbappé vont jouer au Stade de France contre on ne sait encore quelle équipe? Vous n'êtes pas inquiet? Oui, on pourrait parler de Saint-Étienne également, où il y avait eu des envahissements de stades cet été. Il y a un enjeu majeur, on est à 2 ans, à peine, un peu moins de 2 ans. Et si on n'est pas capable de remettre en place ce qui se fait dans tous les pays du monde, c'est-à-dire d'avoir des manifestations culturelles ou sportives qui sont bordées, qui sont sécurisées, qui sont accompagnées, on sera la risée du monde entier. Donc il y a un peu moins de 2 ans pour remettre les choses en place. On a su le faire pendant des années. Visiblement, ça fait quelques mois qu'il y a un peu plus de difficultés. Moi, je pense qu'on va y arriver, mais ce n'est pas quelque chose, visiblement, qui est aussi simple que ça. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il y a un enjeu majeur. Les Jeux Olympiques, c'est toutes les télés, tous les médias du monde entier qui sont braqués sur un pays pendant un mois. Et ce type de débordement, mais on pourrait aussi parler de beaucoup d'autres choses, hein, les problématiques de sécurité ou d'insécurité dans les transports, les problématiques de sécurité ou d'insécurité pour les touristes dans certains quartiers très touristiques où bien souvent il y a des proies de malfaisants. Eh bien, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu pour le pays. C'est l'image de la France dans le monde pour les 10 années qui viennent qui se joue. Revenons un peu à la politique, j'ai envie de dire politicienne, mais qui fait en fait le cœur de la démocratie. Se tient les 9 et 10 septembre prochains à Reims, l'université d'été de l'UDI,
dont vous êtes secrétaire national. Comment se situe aujourd'hui l'UDI entre les Républicains qui préparent leur congrès début décembre, la Macronie et Édouard Philippe, on va dire le pilier droit ou centre droit de la Macronie. Comment se situe l'UDI aujourd'hui dans le paysage politique français? A-t-elle une place? Moi, je veux le croire. Vous savez, l'UDI, c'est 3 mots: l'Union des démocrates et indépendants. Et l'UDI, aujourd'hui, elle se situe en indépendance. Elle se situe en liberté. L'UDI, c'est le parti de Jean-Louis Borloo et de Simone Veil. C'est un parti qui, aujourd'hui, ne fait pas partie de cette coalition gouvernementale autour d'Emmanuel Macron, parce que nous ne nous y retrouvons pas. C'est un parti qui, historiquement, a souvent, pour ne pas dire toujours, eu des accords avec les Républicains, sans pour autant en faire partie ou être inféodé. Et c'est un parti qui a des valeurs extrêmement fortes sur l'environnement, sur l'Europe, sur la décentralisation et le pouvoir donné au territoire, sur les questions sociales et sociétales. Et aujourd'hui, nous avons un enjeu, c'est d'arriver à redonner une voix, c'est d'arriver à redonner des perspectives, et des perspectives positives, encore une fois, parce que je pense qu'on ne peut pas parler d'avenir, on ne peut pas faire de politique si on ne donne pas d'espoir. Et aujourd'hui, on souhaite le faire en toute indépendance, et on souhaite le faire en ouvrant, en élargissant les bras et les mains à tous ceux qui veulent venir. Le président, c'est Jean-Christophe Lagarde. Sera-t-il encore longtemps président de l'UDI? Ça, c'est une réponse qui lui appartient. Jean-Christophe, vous savez, l'UDI a maintenant 10 ans. Quasiment jour pour jour, on est un jeune parti. Selon qu'on prenne la date des statuts ou la date du congrès fondateur, on est un parti qui s'est créé entre le 18 septembre ou le 21 octobre 2012. Jean-Christophe en a pris la présidence assez rapidement après la création, quand Jean-Louis Borloo a dû lâcher la barre pour des questions de santé, maintenant en 2014 ou 2015, 2014 me semble-t-il. Et Jean-Christophe a été éprouvé, a vécu des moments difficiles pour lui, à titre personnel, pour sa famille, politiquement. La balle est chez lui, mais nous sommes un parti, vous savez, c'est aussi une famille, il y a une solidarité au sein d'un parti. Bien. Bonne rentrée politique à vous. Merci beaucoup. Peut-être aux Français, si vous aviez à en délivrer un. Eh bien, c'est que l'avenir nous appartient, il ne sera que ce qu'on en fera et jamais ce qu'on imagine qu'il est ou ce qu'on veut nous imposer qu'il soit. Très bien. Merci à vous. Merci.